On a donc fait cet événement-là pour peut-être cibler davantage le côté utilisateur, puis permettre, premièrement, d'étendre la communauté, mais aussi de s'interroger sur la manière dont on peut arrimer l'offre à la demande et aux besoins du Québec. Dans ce contexte-ci, le transport lourd paraissait comme une bonne première étape. C'est un secteur qui est très important au Québec, qui présente un potentiel de conversion intéressant et surtout c'est ça, en fait, qui est central pour le Québec. Donc, on voulait avoir l'avis d'un expert pour mieux comprendre ce potentiel-là et c'est pour ça qu'on a invité Frédéric de ce côté-là. Finalement, c'est aussi un événement qui s'inscrit dans une démarche plus globale d'innover où on cherche à s'interroger sur l'utilisation de l'hydrogène vert dans le transport. On prépare justement avec Propulsion Québec une étude sur ce sujet-là où on vise à produire un livre blanc sur l'utilisation de l'hydrogène vert en transport au Québec. On va vous donner plus de détails sur ce sujet-là dans les mois à venir, mais c'est un projet qui s'en vient. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marie Lapointe, qui est directrice exécutive d'Hydrogène Québec, donc qui va vous toucher un petit mot. Ce ne sera pas très long, je vais... Merci, Alex. Superbe. Oui, ce ne sera pas très long. Je prépare ton PowerPoint. Alors, j'aimerais vous remercier tous d'être ici aujourd'hui. Finalement, le transport et le transport lourd, c'est un des 5 priorités que nous avons pour les applications d'hydrogène, comme vous le savez. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques éléments de la stratégie d'hydrogène qu'on a développée avec notre association au cours des derniers mois. Et quelles sont les conditions de succès, finalement, qu'on pense qui va arriver, qui va nous permettre d'aller plus loin. Je pense que, Alex, il y a peut-être une avant, je pense, si ça ne te dérange pas. Ah. Voilà. OK, voilà. Alors, si on regarde pourquoi on parle d'hydrogène et pourquoi l'hydrogène pourrait être un vecteur énergétique extrêmement intéressant dans plusieurs domaines, c'est parce que, finalement, c'est très, très récent. Hein? L'hydrogène existe depuis 100 ans, mais l'hydrogène vert, lui, ou l'hydrogène bas carbone, produit à partir de l'électrolyse de l'eau, est un développement finalement qui est assez récent, mais quoique très, très stable au niveau technologique. Alors, si vous regardez la carte finalement qu'on a, il y a très peu de pays qui peuvent produire de l'hydrogène vert. Et nous, au Québec, pourquoi le monde nous regarde? Pourquoi les États-Unis qui ont mis 10 milliards d'argent dans la stratégie hydrogène? Pourquoi l'Allemagne qui en a mis 9 milliards? Pourquoi la France qui a mis 9 milliards? Et le UK qui en a mis 5 milliards de pounds. Pourquoi ils ont tous investi dans l'hydrogène? C'est parce que l'hydrogène, c'est un petit peu comme l'essence et ça va remplacer le mazout, ça va remplacer l'essence, ça va remplacer le diesel, ça va remplacer finalement les produits fossiles. Et pourquoi le Québec est regardé et est sollicité, puis pourquoi il y a un intérêt envers le Québec, puis pourquoi il y a un buzz sur l'hydrogène présentement, c'est parce qu'on est capable de produire de l'hydrogène à partir des énergies renouvelables. Il y a très peu de pays qui peuvent se targuer d'avoir une énergie renouvelable, comme nous, on l'a. Un gros défi, par contre, on importe beaucoup de produits fossiles, on est en léger surplus électrique, on importe des produits fossiles encore pour l'équivalent de 80 millions de tonnes. Donc, ça va être un gros enjeu pour être capable de décarboner ça dans les prochaines années. Malgré ça, on est très bien positionné parce qu'avec l'efficacité énergétique, avec des solutions innovatrices comme on a entendu les dernières semaines au Québec pour gérer la pointe et de l'addition de capacités éventuellement d'éolien, de solaire, peut-être aussi de réflexion hydroélectrique. Donc, ça va nous permettre de libérer de la capacité pour être capable de générer de l'hydrogène. Si on regarde plus loin, la prochaine, s'il vous plaît. Alors, comment on veut faire ça? C'est une approche locale. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, finalement, comme en Europe, ils sont en train de le faire, c'est plus une approche régionale. Pourquoi? Parce que l'hydrogène voyage pas très bien et dans un rayon de 200 km. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Et surtout dans le transport, de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de développer des hubs régionaux. Des hubs régionaux qui vont nous permettre aux collectivités locales de disposer de ce vecteur énergétique-là. Et c'est comme des carrefours intermodaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être capable d'utiliser l'hydrogène localement dans une communauté, informer la population et être capable de l'utiliser pour le transport, pour aussi le transport ferroviaire, pour le transport maritime
et aussi pour d'autres applications, comme surtout la décarbonation industrielle, comme on va pouvoir le regarder. Et on va être capable de faire des business cases par secteur. Il y a déjà 5 hubs au Québec qui sont identifiés pour cette année. C'est évidemment à Gatineau, où il y a eu un projet d'injection d'hydrogène dans le réseau gazifère avec Evolugen. Il y a Varennes, évidemment, avec les projets de Greenfield Global et d'Ederchem. Il y a aussi Bécomo qui a été annoncé il y a quelques semaines. Il va y avoir Sept-Îles et évidemment Bécancour. Prochaine. Si on regarde l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde? Avec tous les investissements qui sont là, ça veut dire déplacer le fossile, ça va prendre un certain temps, mais les pays qui investissent, ils veulent se doter d'énergie qui va être vraiment renouvelable pour être capable de produire de l'hydrogène bas carbone. Donc, si on regarde les applications pour le Québec, on imagine, avec tout le travail qu'on a fait avec tous nos membres et avec leurs clients, que d'ici 2030, il pourra y avoir 5000 mégawatts de besoin d'hydrogène au Québec. Ça veut dire que près de la moitié de cet hydrogène-là va être utilisé pour l'industrie, c'est-à-dire pour le minerai de fer, pour les aciéries, pour des alumineries, c'est-à-dire pour des endroits qui ne peuvent pas être électrifiés. Donc, l'hydrogène va toujours avoir sa place lorsqu'il n'est pas possible ou il n'est pas efficace d'électrifier. C'est sûr qu'on n'est pas contre l'électrification, c'est complémentaire. Ensuite, il y a de la pétrochimie. Il y a beaucoup d'applications pétrochimiques qui utilisent de l'hydrogène ou qui utilisent du gaz naturel et qui, peu à peu, vont pouvoir avoir une adaptation. Ainsi que les raffineries pétrolières, les cimenteries. Ça, par contre, ça va se faire un peu plus après 20, disons entre 20 et 2035 et peut-être un peu plus vers 2040. Donc, près de la moitié, si vous voyez après ça la chimie qui est en orange, le transport, c'est ce dont on va parler. On a l'ambition d'avoir 25 stations d'ici 2030. Ensuite, l'injection d'hydrogène dans le système gazier avec Énergie, qui a eu un projet de 4 millions. Evolugen, on en a parlé. Et enfin, les carburants de synthèse et grâce à la biomasse, grâce aussi peut-être à des sous-produits d'éthanol, d'être capable de faire du biocarburant pour les avions. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le transport, ça veut dire que vous voyez que 14 de ce 5000 mégawatts-là pourrait équivaloir pour le transport lourd, le collectif, les trains et le maritime. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde? Ça veut dire entre 500 et 600 millions de tonnes d'hydrogène qui pourraient être demandées et ça va contribuer à ralentir les effets de serre. Alors, je veux nous souhaiter à tous un très, très bon atelier. Et sans plus tarder, je voudrais vous présenter M. Frédéric Delrieux. C'est un expert en électrification des transports. Il a énormément d'expérience et il va nous expliquer aujourd'hui l'historique, tout ce qui est en train de se faire présentement, pourquoi l'hydrogène est un vecteur particulièrement intéressant pour le transport lourd et dans quelle situation ça pourrait être une solution gagnante pour accélérer la décarbonation. Merci. Merci Marie. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Marie, je suis consultant indépendant en électrification et transport et en projet de développement de véhicules zéro émission. Dans un passé récent, j'étais responsable des projets de bus électriques chez Novabus et plus récemment chez Dana, j'étais en charge d'un projet d'intégration de semi-remorques à l'hydrogène pour le projet Azetec mené en Alberta. Ça a été vraiment mes premiers pas dans l'hydrogène et j'ai pu vraiment comprendre tout l'intérêt de l'hydrogène, en particulier dans le transport lourd en complément du transport électrique. Aujourd'hui, j'apporte mon aide à plusieurs entreprises qui mettent en œuvre des véhicules zéro émission au Canada, que ce soit électrique ou hydrogène. Donc, je suis très heureux de la reprise de ces communautés d'intérêt sur l'hydrogène et vraiment, je voudrais remercier Innover Hydrogène Québec pour m'avoir invité aujourd'hui et afin de faire le point sur le rôle de l'hydrogène dans la décarbonation du transport lourd. Cette présentation a été tout particulièrement orientée. Cette présentation donc a été est tout particulièrement orientée à destination des gestionnaires de flotte. L'idée que nous voulions, le message que nous voulions passer aujourd'hui, c'était
revenir sur les raisons pour lesquelles l'hydrogène a sa place dans la transition énergétique et la décarbonation des transports, faire le tour des véhicules que l'on voit apparaître sur le marché. Je vais vraiment y revenir très largement et faire le point sur quelques-unes des problématiques principales qui concernent la mise en œuvre de ces technologies. Donc l'hydrogène, c'est l'élément le plus répandu dans l'univers, c'est le premier élément du tableau de Mendeleïev, le plus léger. Il est répandu notamment dans les hydrocarbures et l'eau. Et important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une source d'énergie, puisqu'on ne la trouve pas à l'état naturel sur Terre, mais bien d'un vecteur d'énergie, c'est-à-dire d'un moyen de convertir l'énergie, de la transporter et de l'utiliser en complément de l'électricité. Alors, il est produit à partir de réformage de gaz naturel, et dans ce cas-là, on parle, étant donné qu'il y a des émissions de CO2, on parle d'hydrogène gris. On va parler d'hydrogène bleu lorsqu'on séquestre ce CO2, par exemple en le réinjectant dans les couches géologiques. C'est une des voies explorées pour sa production, notamment en Alberta. Mais la voie qui va nous intéresser le plus au Québec, tout particulièrement, c'est la production directement liée aux énergies renouvelables, à partir de l'électrolyse de l'eau ou de la biomasse. Et dans ce cas-là, on va parler d'hydrogène vert. C'est très important. Tout notre message aujourd'hui, il est orienté hydrogène vert. Il s'agit d'apporter une solution, évidemment, aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vais tout de suite mettre ça de côté. On est vraiment focalisé sur l'hydrogène vert. Un point à garder en mémoire, c'est la très bonne capacité de l'hydrogène à stocker l'énergie sur de longues périodes. Et ça, c'est important pour stabiliser un réseau électrique qui comporte de plus en plus de production intermittente via les énergies renouvelables. Il faut donc aborder le problème avec une vision d'ensemble, réseau de production, réseau de distribution et utilisation dans les véhicules, pour bien saisir l'intérêt que présente l'hydrogène sur l'ensemble de la chaîne. On peut aussi utiliser l'hydrogène dans de nombreuses applications. Donc, on va l'utiliser dans la sidérurgie, le chauffage des bâtiments ou l'industrie chimique. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien entendu, c'est l'usage comme carburant dans les transports lourds, les camions, mais on pourra parler dans le futur du ferroviaire et du maritime qui s'y intéressent énormément. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on débat trop souvent pour vouloir imposer l'une ou l'autre des solutions hydrogène ou batterie, mais en fait, on devrait plutôt considérer ces technologies comme complémentaires. Et c'est ce que je vais m'efforcer de vous montrer tout au long de la présentation. Alors, un exemple de production par électrolyse de l'eau, c'est l'exemple qui a été installé à Bécancour, où on a 20 mégawatts installés qui permettent de produire 8,2 tonnes d'hydrogène par jour. Pour donner un ordre de grandeur, 8,2 tonnes par jour, c'est ce qui permet de faire rouler jusqu'à 300 autobus qui auraient chacun un range de 500 km. Donc, c'est quand même une production très, très conséquente. Côté utilisation, côté véhicule, l'hydrogène en fait va produire de l'électricité dans une pile à combustible qui est construite suivant un empilement de plaques, ce que vous voyez en bas de la diapo, et de membranes qui vont produire la bonne tension. Ces plaques, les plaques bipolaires, jouent un rôle très important puisque ce sont ces plaques qui permettent l'écoulement des gaz, d'un côté l'hydrogène, de l'autre l'oxygène, tout en collectant l'électricité produite et également en évacuant la chaleur qui est générée au cours du processus. Pour faire tourner tout ça, il faut un ensemble d'accessoires, comme des pompes, des compresseurs, un humidificateur. Et tous ces accessoires vont permettre de réguler le système pour délivrer la bonne puissance avec la meilleure efficacité énergétique. Donc, sur cette diapo qui nous vient d'IDTechEx, cette société de consultation a recensé les différents véhicules présents sur le marché en version électrique et en version hydrogène. Ce qu'on peut voir, c'est que ces véhicules couvrent à peu près toutes les catégories de charge, du plus léger au plus lourd, mais que les véhicules à batterie vont rarement dépasser 300 à 400 km d'autonomie. Ce qui est dû bien évidemment à la masse des batteries qui est acceptable jusqu'à un certain niveau en fonction de la taille du véhicule. Ce qu'on peut voir, c'est que les véhicules à hydrogène, en orange sur la diapo, vont être ceux qui proposent des autonomies augmentées, en particulier pour les véhicules les plus lourds. Alors, il faut reconnaître que les véhicules à batterie présentent la meilleure efficacité énergétique sur les cas d'usage qui leur conviennent. Ce slide qui nous vient de Volkswagen montre en fait que, en comparaison, la propulsion hydrogène subit de nombreuses pertes d'efficacité, notamment pendant la production par électrolyse, où on a en général
un rendement qui va avoisiner les 60%, 65%. Et la production d'électricité au sein de la pile à combustible qui va être également autour d'environ 50%. Sans oublier les étages de compression ou de liquéfaction et évidemment le transport du carburant qui va contribuer aux pertes d'énergie. Au final, on effectue 2 à 3 fois moins de kilomètres avec la même quantité d'énergie, ce qui est un véritable argument pour l'emploi de véhicules à batterie dans les cas d'usage qu'ils peuvent permettre, c'est-à-dire des routes courtes, autour d'un point de charge sécurisé et transportant un chargement limité par le volume plutôt que par la masse. Alors attention, ce que cette diapo ne montre pas, elle considère principalement un cas unitaire de véhicule et ne montre pas les problèmes que peuvent poser la recharge à grande échelle d'une flotte de véhicules qui va générer des appels de puissance très importants, pendant que l'hydrogène, de son côté, peut être produit de manière plus continue, avec un impact moindre sur la stabilité du réseau électrique lors de son remplissage dans les véhicules. Et au contraire, comme je le disais précédemment, va permettre d'utiliser l'énergie produite en excès par les énergies renouvelables lors des creux de consommation et donc permettre le stockage de ces énergies. Alors là où les véhicules hydrogène apportent véritablement un plus, c'est sur l'efficacité opérationnelle. Avec des temps de remplissage courts, une autonomie augmentée et une capacité de chargement préservée. Ce qui veut dire que les véhicules à hydrogène auront moins besoin de s'arrêter, feront des arrêts plus courts, transporteront plus de chargements, donc forcément moins de camions, moins de chauffeurs sur des trajets longs ou des transports lourds. Donc on retrouvera cette efficacité opérationnelle dans les calculs de coût d'usage. Alors vous noterez sur cette diapo qui nous vient de Faurecia, Faurecia nous parle de dual power pour la zone intermédiaire entre les véhicules à batterie et les véhicules à hydrogène. Alors on va retrouver ce concept un peu plus loin dans la présentation, je vous montrerai quelques véhicules qui illustrent ça. Ce dual power, c'est l'équivalent de l'hybride plug-in, avec un usage bi-énergie, de la recharge électrique et du remplissage hydrogène. L'objectif là, c'est de concilier les avantages des deux technologies, l'efficacité énergétique des véhicules à batterie d'une part, l'efficacité opérationnelle des véhicules à hydrogène d'autre part. Ce concept, néanmoins, il faut vérifier que les gains qu'il apporte compensent le surcoût de l'installation d'une double infrastructure. Il faudra évidemment qu'on puisse à la fois sécuriser le remplissage de l'hydrogène et la recharge électrique. Et évidemment, ça va comporter plus de composants embarqués, donc des surcoûts supplémentaires. Il y aura évidemment un chargeur embarqué ou une plus grosse batterie. Donc, ce concept de dual power est intéressant, mais à bien vérifier qu'il convient à notre usage. Alors, je voulais illustrer par quelques chiffres ce qu'on peut gagner sur les capacités de chargement. Quand on tient compte de la masse des batteries et de la consommation des véhicules, on peut voir que l'impact sur la capacité de chargement peut être très important sur de longues distances. Sur cet exemple d'un tracteur classe 8 avec une autonomie de 1000 km, on verra la capacité de chargement d'un véhicule à batterie réduite de 30 à 40%. Alors c'est un cas un petit peu extrême, vous voyez aujourd'hui que ça n'existe pas ces véhicules, mais a fortiori, avec une telle perte de capacité de chargement, on voit les difficultés. Il faut voir aussi que ce type de véhicule, si on veut le recharger en 30 minutes par exemple, il faudra un chargeur d'environ 2 MW. Donc ce sont des puissances de recharge qui sont très difficiles à obtenir, qui sont pas disponibles actuellement. Alors, néanmoins, c'est ce qu'on voit dans les actes de recherche autour des véhicules à batterie. Il y a des travaux qui vont dans ce sens. D'un côté, on travaille sur les batteries solid state qui promettent de doubler la densité d'énergie des batteries et leur puissance de recharge. Il s'agit d'améliorations très importantes qui sont attendues dans les années qui viennent. Mais il faut noter que même avec ces batteries solid state, dans le cas de notre semi-remorque à 1000 km d'autonomie, on gardera encore un handicap que j'estime à 15-20% de réduction de la capacité de chargement. De l'autre côté, on parle de développement de méga chargeurs qui proposent une recharge jusqu'à 1200 volts et 3000 ampères, avec des câbles à refroidissement liquide et surtout une puissance qui ira jusqu'à 3 MW. Alors,
bien entendu, ces améliorations intéressantes pourront trouver leur utilisation dans certains cas d'usage. Mais on peut raisonnablement se poser la question de l'impact de tels chargeurs sur les réseaux électriques, sans parler des coûts de raccordement au réseau qui feront que ces méga chargeurs ne seront bien évidemment pas installés à chaque coin de rue. Alors, je voudrais illustrer justement les questions de temps de recharge entre les différentes technologies avec ce tableau qui nous montre les différents temps de recharge proposés du niveau 2, niveau 3, en passant, j'ai mentionné aussi le J3105, la recharge rapide des autobus, le méga chargeur dont je vous parlais à l'instant, et évidemment les solutions de remplissage hydrogène. Donc, ce qui est intéressant de voir, donc j'ai mis en vert les technologies disponibles aujourd'hui avec les recharges lentes, bien entendu, qui vont être souvent les recharges nocturnes sur les flottes de véhicules. Les recharges rapides qui vont permettre d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques, mais qui restent bien entendu de l'ordre de l'heure et au-delà si on veut vraiment re-remplir la totalité du véhicule. Alors à plus long terme, on a vu qu'on pourra passer en dessous d'une heure avec les technologies de méga chargeurs et les batteries solid state. Mais on restera au-dessus de ce qu'on obtient aujourd'hui avec un remplissage d'hydrogène qui peut à autonomie égale, hein, qui peut en fait s'effectuer en quelques minutes, jusqu'à 15 minutes ou 12 minutes, en particulier avec des protocoles de communication qui sont en cours de développement et qui permettent aux véhicules et à la station d'échanger des informations sur les conditions de remplissage. Donc il y a aussi côté hydrogène une recherche pour optimiser encore les temps de remplissage. Alors je voulais faire un clin d'œil à un ancien collègue qui parlait souvent de vitesse de recharge en parlant en fait de quantité de kilomètres d'autonomie récupérée par temps de recharge. Donc, ce qu'on voit, c'est que la vitesse la plus élevée pour des véhicules à batterie, en fait, elle est obtenue en général pour des charges partielles, 0,80. Dès qu'on veut aller à 100, la charge ralentit. Donc là, j'ai voulu vraiment heu comparer des choses comparables et donc des charges partielles où vraiment on obtient une recharge électrique au plus haut niveau. On voit qu'en fait, ces recharges restent bien inférieures à ce qu'on obtient avec un remplissage à 350 bars, qui pour le calcul, en fait, se remplit avec une vitesse de Mach 3 ou 4000 km/h. C'est-à-dire qu'avec une heure de remplissage, on pourrait faire 4000 km. Bon, vous noterez que la recharge 700 bars prend plus de temps, à cause de la compression supplémentaire, nécessaire qui va, ralentir le processus de remplissage. On voit aussi qu'un chargeur 3 mégawatts, qui est, vraiment le plus dimensionné aujourd'hui, pourra se rapprocher de ces vitesses, mais on restera tout de même en dessous des vitesses de remplissage de l'hydrogène. Alors 2 mots sur la densité énergétique. J'ai voulu mettre ensemble ces quelques chiffres pour comparer les technologies et bien faire comprendre, l'intérêt. Quand on prend 1 litre de carburant diesel qui contient environ 11 kWh et qu'on considère je pense que quelqu'un a ouvert son micro. Et que son réservoir, de diesel qui ne pèse pas très lourd, en fait, on voit que ramené au kilo de réservoir contenu et contenant ensemble, 1 kilogramme permet d'effectuer, un peu plus de 3 kilomètres avec un semi-remorque. Quand on considère l'hydrogène, on voit en fait que l'hydrogène comme carburant à lui seul, il contient 2 à 3 fois plus d'énergie au kilo, pas comparé au carburant diesel. Mais ces réservoirs sont très lourds, 15 à 20 fois le poids de l'hydrogène transporté. Ce qui nous ramène, quand on compare avec 1 kilogramme de réservoir contenu contenant, ce qui ramène en fait le kilo de réservoir, sa capacité de propulsion à environ 600 mètres. Côté batterie, quand on parle de 150 Wh par kilo, bah, cette distance chute à 100 mètres pour 1 kilo de réservoir transporté. Donc c'est ce qui nous montre en fait, hein, en comparant, je trouvais cette illustration intéressante pour voir en fait l'intérêt des technologies, en particulier dès qu'on va parler de transport lourd. On voit aussi que les pertes en chaleur vont pas être les mêmes, très faibles côté batterie, elles vont également être réduites d'environ 30 avec la propulsion hydrogène par rapport au diesel. 30 évidemment ramené au même nombre de kilomètres.
Donc le résultat, c'est que l'impact sur la capacité de chargement sera moindre avec la propulsion hydrogène. Alors, vous voyez qu'il reste un léger impact dans la pratique. En vérité, on va limiter l'autonomie. On voit que les véhicules aujourd'hui sont plutôt à environ 600 ou 800 km. Ou bien on pourra aussi préférer une pression de stockage d'hydrogène à 700 bars au lieu de 350 bars. On verra tout à l'heure qu'il y a quelques véhicules qui vont dans cette direction. Ce qui permettra de gagner un peu de masse et de volume, mais attention, encore une fois, je vous ai dit, 700 bars, on a un impact sur le temps de remplissage. Donc, il faut faire un choix. Alors, c'est ce qui explique, avec tous ces avantages, que des grands manufacturiers investissent. Je vous ai pris l'exemple ici de Volvo et Daimler, qui sont pourtant deux concurrents majeurs, n'est-ce pas, et qui néanmoins ont mis leur investissement en commun pour proposer des systèmes avec un fort effet volume. C'est important l'effet volume parce que il faut rappeler que c'est ce qui a permis à l'industrie des batteries de voir leurs coûts réduits depuis 2010. Quand on voit le trajet effectué depuis les premières Tesla, on comprend que c'est bien l'augmentation des volumes du marché des véhicules électriques qui fait que les batteries ont pu se perfectionner et voir leur prix baisser avec de nombreux investissements. Et donc, ce qui a permis de rendre toute l'électrification des transports beaucoup plus abordable qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Alors, si on regarde un tout petit peu ce qui se passe dans un véhicule et comment tout ceci est mis en œuvre, alors un véhicule hydrogène, ça reste un véhicule à propulsion électrique. On va retrouver les moteurs et les essieux motorisés qui sont alimentés par des batteries et qui vont permettre aussi de récupérer l'énergie au freinage. Mais cette électricité, bien entendu, va être produite par la pile à combustible après que l'hydrogène stocké à haute pression a été ramené à la bonne pression de fonctionnement. On voit qu'il y a un point important, c'est le refroidissement de la pile. Il faut rappeler que cette pile, je mentionnais tout à l'heure, a un rendement d'environ 50%, ce qui veut dire que la moitié de l'énergie est convertie en chaleur qu'on va essayer de récupérer pour le chauffage de l'habitacle, un point tout particulièrement important quand on va transporter des passagers. Je pense à des autobus, des coachs, etc. On va vraiment profiter de cet avantage. L'exemple des réservoirs que j'ai mis ici, c'est l'exemple du véhicule Nikola 2, qui est avec des réservoirs qui sont logés en longitudinal sous la cabine. Je précise là que le Nikola 2, c'est un tracteur sleeper, ce qui fait que on va avoir un petit peu moins de place, hein, et c'est pour ça qu'on va choisir cette architecture. Sur les prochaines diapos, je vais vous présenter différents exemples d'architecture véhicule avec des exemples aussi bien côté véhicule léger que véhicule lourd. En commençant par la Toyota Mirai, avec ses 3 réservoirs en sous-caisse, un total d'environ 5,6 kg d'hydrogène embarqué, une autonomie de 500 km, ce qui nous fait une consommation d'un peu moins d'1 kg d'hydrogène au 100 km. Alors, c'est la seconde génération de Mirai, comme vous le savez, et il s'en est vendu un peu moins de 6000 unités en 2021. Je voulais vous présenter aussi la Hyundai Nexo, qui a des performances très très proches de la Toyota Mirai, un dimensionnement à peu près similaire, et qui s'est vendue, elle, à 10 000 exemplaires l'année dernière, ce qui en fait le modèle le plus vendu au monde. Donc, dans les deux cas, on a 95 kW de pile à combustible et on n'a que 1,5 kWh de batterie, qui sont à comparer, bien entendu, aux 40 à 60 kWh qu'on a en général dans les autres voitures électriques. Sur la prochaine diapo, je voulais vous montrer le Peugeot Expert hydrogène, qui est un van, un fourgon qui va disposer d'une pile à combustible moins puissante et d'une batterie de 10 kWh. La pile à combustible ici est à 45 kW, donc presque moitié moins de celle de la Hyundai et de la Toyota. Et en fait, on va voir ici que la batterie de 10 kWh va jouer un rôle prépondérant dans la puissance d'accélération du véhicule et également le stockage d'énergie. Donc c'est un des exemples de véhicules qu'on appelle bi-énergie, et il est même mentionné que ce véhicule dispose d'un chargeur embarqué qui va lui permettre de recharger l'électricité à partir du réseau. On va retrouver le même concept bi-énergie sur les véhicules Ivia, donc Ivia joint venture entre Plug Power et Renault. Donc ces véhicules sont conçus sur la base de Renault Master et disposent, eux, d'une pile de 30 kW et d'une batterie de 33 kWh. Donc là, l'équilibre est encore plus prononcé que sur le Peugeot. Et cette batterie de 33 kWh apporte un quart de l'autonomie.
ça, je voulais quand même que vous l'ayez en tête, c'est que on parle bien d'un véhicule qui, enfin, si je prends le fourgon qui présente 500 km d'autonomie, mais on dit 33 kWh, c'est environ 100 km. Donc, gardez ça en tête, cette prépondérance de batterie pour finalement n'avoir que 25% de, du range. Donc, on peut raisonnablement se poser la question de l'intérêt de vouloir forcément surdimensionner la batterie pour un gain marginal. Le New Flyer Excelsior, donc là on passe dans les autobus à hydrogène de New Flyer qui lui a une pile de 85 kW et propose 100 kWh de batterie. Alors, à ma grande surprise, ce New Flyer lui aussi est qualifié de batterie dominant, alors que mais bizarrement, j'ai cru voir qu'il était rechargé principalement que par l'hydrogène. Je ne crois pas qu'il ait de chargeur embarqué. Donc là, il y a quelque chose à vérifier. Et d'ailleurs, je voudrais mentionner un rapport très intéressant de Winnipeg Transit qui a été publié l'année dernière, qui donne beaucoup de détails sur l'utilisation de ces véhicules. Donc, je ne reviendrai pas trop là-dessus. Il y a beaucoup d'informations disponibles par les agences de transport. On va s'intéresser un peu plus au tracteur. Donc, l'exemple du tracteur classe 8 de Hyzon, qui lui met à ses réservoirs derrière la cabine. Hein. Vous avez vu que sur l'autobus, les réservoirs étaient sur le toit. Donc là, on a des réservoirs derrière la cabine, on a une pile à combustible qui a été logée dans le compartiment moteur, mais on a des radiateurs de refroidissement, vous voyez en turquoise sur la photo, qui sont à l'arrière, de chaque côté, derrière les batteries. Donc une architecture intéressante. Alors, vous voyez que ces véhicules, ce sont des décabs, et on se rend compte que dans le cas de Sleeper, en fait, il faudrait allonger l'empattement du véhicule. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure les réservoirs du Nikola 2 implantés sous la cabine. Je voulais vous montrer aussi le Kenworth Toyota qui a été déployé au port de Los Angeles, où on retrouve une configuration très similaire à celle du Hyzon, avec néanmoins une petite différence. On voit que les composants ont été regroupés majoritairement à l'arrière de la cabine, et on a un compartiment moteur qui semble un peu vide d'ailleurs, et dans lequel on va probablement retrouver le système de refroidissement, puisqu'on voit qu'il n'est pas mentionné ailleurs, mais donc un choix beaucoup plus de regrouper toute la chaîne hydrogène dans une partie arrière de cabine. Alors passons en revue les différents véhicules qui sont annoncés par les constructeurs dans les prochains mois et qui s'en viennent sur le marché. Donc on va commencer par les tracteurs classe 8 avec Hyundai qui nous annonce une production aux US, de même que Hyzon et Nikola. Tous ces véhicules sont promis pour l'année prochaine, avec une production, donc une mise sur le marché en 2023. On parlerait en août de 2023-2024 pour le Kenworth, et on vient d'apprendre que Hino également parle de son tracteur classe 8, qui pourrait être annoncé à un horizon similaire un petit peu plus tard sur un pilote. On ne sait pas encore si le véhicule Hino sera disponible sur le marché. Alors, tous ces véhicules proposent 80 000 livres de poids combiné, 800 km d'autonomie et sont alimentés par de l'hydrogène à 700 bars, à l'exception du Hyzon, qui est le seul finalement à proposer du 350 bars. Une application importante pour le Canada, c'est le tracteur double remorque, comme celui qui est développé en Alberta par le projet Azetec, par Dana et Ballard, et qui seront opérés par Bison Transport et Trimac. Donc, ce sont des véhicules qui avoisinent les 140 000 livres de poids combiné, et on a un véhicule similaire qui a été annoncé pour la fin d'année 2022 en Australie par la société Hyzon, mais pour le moment, on n'a aucune annonce qui a été faite sur la disponibilité de ce véhicule en Amérique du Nord. Ce véhicule qui parle de triple remorque même à 154 000 livres. Alors, on a aussi le segment des camions porteurs qui n'est pas en reste, avec des modèles proposés par Hyundai et Hyzon, respectivement en classe 8 et classe 6. À noter une annonce de Plug Power qui a annoncé une collaboration avec Lightning eMotors sur des classes 6,
Il n'y a pas de date précise de mise sur le marché, mais on sait qu'ils travaillent là-dessus. Et puis, je voulais faire un clin d'œil à la société Gossin, la société française, qui s'est illustrée au Dakar cette année avec un camion de course qui affiche des spécifications impressionnantes. On parle de 380 kW de pile, 600 kW de moteur, et dont on nous dit qu'il est annonciateur de modèles de série à venir prochainement, sur la base d'un châssis skateboard sur lequel la compagnie a fait beaucoup de publicité et qui nous provient du fournisseur canadien Magna. Les tracteurs de cours également sont attendus de la part de Capacity, de Gossin et de Terberg, qui sont tous des véhicules en cours de développement pour lesquels on n'a pas de date précise de mise sur le marché. On sait que le tracteur Gossin a déjà été mis sur le marché dans des applications pilotes. Pareil pour le Terberg à Rotterdam, mais donc pas de date précise sur l'arrivée sur le marché. On peut raisonnablement s'attendre quand même à une arrivée sur le marché l'année prochaine, fin d'année probablement. On retrouve sur le châssis Gossin une certaine modularité qui leur permet de monter en lieu et place soit des batteries, soit des piles à combustible. C'est ce que vous voyez sur la photo à droite, avec un réservoir qui, lui, est placé verticalement à côté de la cabine. Dans le segment des autocars ou des coachs, seul Aisin, j'ai fait beaucoup de recherches, seul Aisin mentionne un modèle pour l'Amérique du Nord aujourd'hui. Un autocar qui, alors je crois qu'il y a aussi Van Hool, mais j'ai eu du mal à trouver des informations là-dessus. Donc Aisin a un autocar qui a déjà été mis en service en Australie. Vous envoyez ici une photo avec un zoom sur les réservoirs qui prennent une partie de l'espace bagage. Donc on parle sur ce modèle assez léger, hein, de 400 km avec uniquement 35 kg d'hydrogène embarqué. Probablement qu'on peut, sur ce type de modèle, en mettre un peu plus et augmenter les autonomies. À noter quand même une capacité de batterie qui reste assez élevée, hein, 141 kWh. Les autobus, là, beaucoup de modèles, hein, puisqu'il y a eu énormément déjà de projets pilotes en Amérique du Nord. Donc des modèles qui nous proviennent de New Flyer, de Van Hool et de ENC. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Énormément d'informations mises de la part des sociétés de transport sur des autobus qui ont déjà été mis en service il y a plusieurs années, hein. C'est depuis au moins 2018 qu'il y a des véhicules qui tournent. Il y avait même des projets pilotes auparavant. J'ai ajouté sur la photo une photo de l'autobus Toyota Sora, dont une centaine d'exemplaires ont été déployés à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin. Alors pour finir sur les modèles, je voulais quand même ajouter un modèle un peu plus futuriste qui s'en vient vraisemblablement autour de 2025. C'est ce que Mercedes-Benz nous annonce. Donc on parle du Gen H2, qui a la particularité d'être rempli à l'hydrogène liquide. Donc une technologie qui semble ne plus être réservée qu'à la navette spatiale, puisque des technologies de réservoir cryogénique pour camions ont fait leur apparition ici de la part de Chart, qui a présenté ça au ACT Expo l'année dernière. Et donc, ce sont des réservoirs qui maintiennent l'hydrogène à moins 253 degrés Celsius, hein, tout près du zéro absolu, ce qui permet un gain de 40% en masse de réservoir, ce qui veut dire plus d'hydrogène embarqué, permettant des autonomies plus grandes, puisque ce véhicule est annoncé à 1000 km d'autonomie cible. Il faut quand même dire 2 mots là-dessus. C'est une technologie qui est en cours d'évaluation. Elle promet évidemment plus de range, moins de masse embarquée, mais la gestion de l'hydrogène liquide à bord va être un petit peu plus compliqué. Vous comprenez que c'est un véhicule qu'on ne va pas pouvoir laisser trop longtemps stocké sur un parking parce que cet hydrogène liquide va se réchauffer et va partir dans l'atmosphère. Donc il y a des problématiques autour de l'utilisation de ces véhicules qu'il va falloir résoudre. Avant d'en arriver à la conclusion, quelques mots sur la mise en œuvre de ces véhicules, en commençant par la sécurité qui reste bien présente dans l'inconscient collectif concernant l'hydrogène. Je voulais quand même rappeler que là-dessus, tous les carburants sont dangereux. D'autre part, l'hydrogène, en fait, présente la caractéristique de se diffuser très rapidement dans l'atmosphère en cas de fuite,
ce qui rend en pratique difficile d'atteindre une concentration suffisante pour provoquer une explosion. C'est ce qu'on constate toujours lorsqu'on fait des tests en laboratoire. Il n'est pas si facile que ça que de provoquer une explosion d'hydrogène. D'autre part, des procédures et formations sont disponibles pour assurer la sécurité en opération. Et je vous ai copié ici un extrait du manuel Premier répondant concernant le véhicule Kenworth Toyota déployé à Los Angeles, qui est disponible sur le web. Je vous ai mis l'adresse là. Donc au final, toutes les précautions étant appliquées, force est de constater qu'on ne rapporte pas d'incidents qui seraient liés au véhicule à l'hydrogène. Je voulais vous parler aussi des stations de remplissage dans lesquelles le principe, c'est que le gaz est comprimé, refroidi et injecté dans le réservoir du véhicule par l'intermédiaire d'un pistolet, dont vous avez ici quelques exemples. À noter que les stations ne comportent pas à ce jour de communication entre le véhicule et la station, mais qu'un standard est en cours de développement, comme je le mentionnais précédemment, pour ajuster les paramètres de remplissage aux paramètres de température, de pression, qui sont mesurés par les multiples capteurs de la station et du véhicule, et par là même de permettre des vitesses de remplissage plus élevées. Alors, la performance économique, c'est important quand même qu'on évoque ce sujet. Donc, je voudrais citer, il y a eu énormément d'analyses qui ont été faites. Je voulais juste citer celle-ci qui illustre bien l'état des évaluations. Donc, celle de Roland Berger, qui conclut en fait à une parité des coûts d'utilisation hydrogène et diesel à horizon 2030, même si aujourd'hui on a bien un surcoût de la solution hydrogène, aussi bien sur les véhicules que sur les carburants. Bon, je voulais juste illustrer d'une autre manière pour vous donner quelques ordres de grandeur et une décomposition des prix. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, nous avons des coûts de véhicules et de carburant hydrogène qui rendent l'usage plus cher que l'usage du diesel et que l'usage d'un véhicule à batterie, y compris lorsqu'on considère pour le véhicule à batterie les coûts qui pourraient être générés par le manque d'autonomie des véhicules électriques au travers des recharges ou des pertes sur les capacités de chargement. Néanmoins, avec les tendances de marché attendues, qui sont un prix du diesel en hausse, ou au moins comme sujet à des fluctuations majeures telles que celles que nous vivons aujourd'hui, un prix des batteries qui est continuellement en baisse depuis 10 ans, même s'il faut mentionner, attention, que le prix peut être sujet à la rareté des composants, avec les tensions que nous connaissons sur les matières premières, mais aussi tout simplement à cause d'une hausse de la production qui pourrait ne pas suivre la hausse de la demande. Un prix des piles à combustible en baisse, et là je voudrais juste rappeler que, comme on l'a vu, un groupe motopropulseur hydrogène est beaucoup plus léger qu'un groupe motopropulseur électrique batterie. Ce qui veut dire qu'au final, les prix pourraient rapidement être inférieurs si on considère juste la quantité de matériaux mis en jeu. Idem pour les prix de réservoir qui devraient baisser avec l'augmentation des volumes, même si on peut rappeler que le prix des réservoirs composites peut être, lui, sujet à des hausses liées à la rareté de l'offre par rapport à la demande. Et notamment le fait qu'on a des matériaux composites qui sont de plus en plus utilisés dans de nombreux secteurs. Donc, il va falloir néanmoins s'assurer qu'on a une offre disponible. Et enfin, on peut s'attendre à une baisse du prix de l'hydrogène, compte tenu des investissements dans les infrastructures, mais aussi de nouvelles solutions de production, comme celles tirant parti de la biomasse, pour lesquelles on peut s'attendre non seulement à des prix compétitifs, mais aussi à une extension de la couverture géographique de la production. Donc à moyen terme, une solution hydrogène à parité avec le diesel est meilleur marché que les batteries sur les applications longue distance, si on considère les surcoûts liés à l'extension de l'autonomie, les batteries bien entendu restant intéressantes sur des applications courte distance. Alors un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la durabilité des piles à combustible, pour lesquelles il reste à ce jour difficile d'obtenir des données chiffrées, des différents paramètres qui pourraient impacter la durée de vie des piles à combustible. Néanmoins, on a des études rassurantes, comme celle des sociétés de transport, qui ont testé les autobus hydrogène et qui nous montrent qu'on peut voir les piles durant plus longtemps que prévu. Ici, on nous parle de plus de 25 000 heures en moyenne, là où on s'attendait à des durées de vie autour de 15 ou 18 000 heures. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment vieillissent les piles avec une lente dégradation de leur puissance et de leur consommation, qui fait qu'il devrait être possible de mesurer leur vieillissement et de prévoir leur remplacement à partir de seuils quantifiés, mesurables et de manière optimisée en fait le coût d'usage de ces technologies. Ce qui est rassurant également, c'est le fait qu'on n'ait pas à remplacer tout le système, mais juste à reconditionner la pile interne,
le stack en gardant tout le reste des accessoires, et ce qui devrait coûter en fait à peu près moins de la moitié du prix de remplacement du système complet. J'en arrive à la diapo de conclusion. Donc, on a longtemps parlé de l'hydrogène comme le carburant du futur, et certains ajoutant ironiquement qu'il le restera toujours, n'est-ce pas? On voit bien aujourd'hui que le consensus a évolué. On se dirige vers une nouvelle vague de véhicules zéro émission, après les vagues de l'automobile électrique, de l'autobus électrique, du camion électrique, le camion électrique que nous vivons en ce moment même. Toutes ces vagues étaient nécessaires afin de faire baisser le prix des batteries et de développer les composants nécessaires à la propulsion électrique dans le transport lourd, notamment les moteurs et les essieux motorisés. Mais cette nouvelle vague qui arrive, celle du transport lourd à l'hydrogène, elle permet vraiment de compléter les précédentes avec une offre de technologie disponible, complémentaire des véhicules à batterie, et qui propose une solution aux problématiques du transport lourd et longue distance en minimisant les impacts opérationnels. Ce qu'on comprend, c'est que les perspectives de réduction des coûts, et notamment l'atteinte de la parité de coûts avec le diesel, doivent nous convaincre qu'il s'agit bien d'une solution viable, à en juger par le nombre de modèles annoncés par les constructeurs dans les prochains mois, et sans compter même les autres en préparation que je ne pouvais pas forcément mettre sur ces slides. Donc je vous remercie à tous de m'avoir écouté jusque-là, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alex? Alors, on m'entend maintenant? Non, Oui, on vous entend. Ah, parfait, parfait. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Excusez pour le petit problème technique. C'était super, c'était vraiment très intéressant. J'ai particulièrement aimé, en fait, la démonstration que essentiellement, les véhicules à hydrogène, c'est des véhicules hybrides, c'est-à-dire que c'est aussi des véhicules électriques et qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel de ce côté-là et qu'on n'est pas comme qu'il faut seulement, il faut sortir essentiellement de cette espèce de dichotomie-là de hydrogène versus batterie, mais que essentiellement, les véhicules à hydrogène sont des véhicules à batterie, que beaucoup des avantages des véhicules à batterie qui peuvent être jumelés et donc qu'il y a beaucoup de potentiel de ce côté-là. Donc, ce serait donc la période des questions. Donc, les gens qui sont intéressés à poser des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Sinon, on peut également... On en a une déjà. Est-ce qu'il y a un impact hivernal sur les véhicules des hybrides d'hydrogène batterie de Maxime Gilbert? Ouais. Oui, donc véhicule hivernal, donc on va avoir des véhicules qui se comportent qui se comportent très bien en fait, hein, en hiver. Alors on doit regarder de près comment on gère le démarrage à froid des véhicules. Ça, c'est un problème qu'on retrouve aussi en électrique, hein, bien sûr, où il faut préchauffer les batteries. Bah là, on va avoir la même chose. On va être obligé probablement de préchauffer le compartiment hydrogène pour pouvoir démarrer à froid. Néanmoins, ce sont des véhicules, comme je disais, on a l'avantage de pouvoir récupérer la chaleur des piles à combustible pour le chauffage des compartiments, de l'habitacle passager. On n'a pas vraiment de problème en hiver. Ce sont des véhicules qui sont très bien adaptés à l'environnement hivernal canadien. Parfait, merci. On a eu une mention aussi de la question des véhicules à combustion interne, donc l'utilisation d'hydrogène pour des moteurs à combustion interne. Je ne sais pas si tu pourrais toucher un mot là-dessus, peut-être Oui. sur potentiel, avantages, inconvénients, peut-être juste pour nous aider à un peu mieux comprendre cette technologie-là. Oui, alors la combustion interne de l'hydrogène, c'est quelque chose que j'ai regardé, je voulais me faire une tête là-dessus, et en fait, on voit que on a un moins bon rendement. Je m'interrogeais à ça, notamment en vous disant, en pensant que, comme je vous montrais, la molécule d'hydrogène contient plus d'énergie au kilo que le diesel. Donc, ça semblait quelque chose d'intéressant. Néanmoins, on voit que les rendements sont moins bons que avec une pile à combustible. On a aussi le problème de la création des NOx, hein, puisqu'il s'agit d'une combustion. Et donc, c'est pas une solution idéale. Alors, certains fournisseurs vont la proposer comme solution de transition parce qu'elle permet. Alors, on peut même d'ailleurs, il y a certains constructeurs qui proposent une injection d'hydrogène
en mélange avec le diesel de manière à ne pas changer les moteurs, mais gardons à l'esprit que c'est vraiment des questions de transition et pendant ce temps-là, on reste évidemment émetteur de CO2 lorsqu'on mélange avec du diesel et puis on a encore ces problématiques de polluants, d'émissions de polluants. Parfait, merci. Ensuite, on a une question sur les infrastructures. Donc, Geneviève Pichet qui demande, est-ce que les infrastructures de remplissage sont accessibles au grand public présentement? Alors, à ma connaissance, il y a une station à Québec qui est accessible aux utilisateurs d'automobiles hydrogène. Si vous avez une Toyota Mirai ou une Hyundai Nexo, vous pouvez aller vous remplir. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de stations, c'est la seule que je connaisse a priori au Québec, mais on sait qu'il y a un plan pour en installer beaucoup plus, à la fois pour l'automobile, mais aussi pour le transport lourd, afin vraiment d'alimenter tous les véhicules que je vous ai présentés aujourd'hui. Merci. On avait aussi Valérie Lavoie, plus tôt, qui avait demandé une estimation peut-être du coût moyen par camion. Donc, je sais que ça va varier considérablement, mais peut-être si tu peux donner une idée, disons, comme dans un horizon assez proche quand les technologies, donc comparativement à des véhicules conventionnels, à quoi pourrait ressembler le coût d'un véhicule à hydrogène? Oui, alors déjà, une surprise, ça a été de se rendre compte si je prends la Toyota Mirai ou la Hyundai Nexo, vous vous rendrez compte qu'elle n'est pas beaucoup plus chère, elle est même très comparable à un équivalent électrique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire que lorsqu'on a un véhicule électrique, que ce soit une Tesla ou autre, on sait que ces véhicules ont des coûts de batterie assez élevés et finalement, le coût de ces batteries à comparer avec un coût de pile à combustible, heu, finalement, on va retrouver à peu près la même chose. Alors, en plus, aujourd'hui, avec des volumes qui sont pas encore ceux qu'ils devraient être si on monte sur un volume de marché. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, dès qu'on parle de production de masse, on peut atteindre des prix, raisonnables. La meilleure preuve, encore une fois, c'est la question des automobiles à hydrogène. Hem, c'est pour ça que je suis un petit peu sceptique sur le véhicule, qui soit bi-énergie parce que pour le coup, on a à la fois le coût de la pile à combustible et le coût de batterie, comme je vous ai montré, qui pouvait être assez élevé. Donc là, j'ai un peu de mal à voir où peut être le coût de disons où peut être l'économie? Comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à un coût intéressant? Alors, pour les camions, ça va coûter aujourd'hui beaucoup plus cher, mais tout comme aujourd'hui, on sait hein, que l'électrification des camions coûte cher. On n'est pas encore à des volumes suffisants pour faire baisser tous ces coûts. Mais a priori, la logique reste la même. C'est-à-dire que lorsqu'on va pouvoir atteindre des volumes suffisants, on devrait pouvoir avoir des véhicules à hydrogène qui soient à tarif raisonnable, que c'est ce que montre l'analyse de Roland Berger. Pour répondre aujourd'hui, j'ai pas vu beaucoup, je regarde s'il y a eu des prix publics, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui ont annoncé des prix publics sur que ce soit Hyundai, Kenworth, pardon pas Kenworth, mais Hyzon ou Nikola. Ils n'ont pas encore annoncé leur prix. Bon, on peut s'attendre à ce que ce soit du même ordre de grandeur, un petit peu plus cher peut-être que les véhicules à batterie, que les tracteurs à batterie, avec des ranges en revanche bien supérieurs. Parfait. On avait ensuite Olivier Marcil. Avez-vous colligé quelques informations sur le marché ferroviaire, sur l'adoption et l'offre des solutions à hydrogène et batterie? Alors je m'y intéresse, mais c'est pas ma spécialité. Mais effectivement, je m'y intéresse aussi. Alors je crois qu'il y a plusieurs projets au Canada. Je sais plus si c'est Cutric qui a un projet sur le ferroviaire hydrogène. Ou d'autres. Mais donc oui, bien évidemment, il y a là un intérêt parce que si on veut décarboner le ferroviaire qui en Amérique du Nord est principalement diesel, je pense que l'hydrogène est une bonne solution pour pouvoir embarquer beaucoup d'énergie. Et on imagine l'énergie qu'il faut sur ces applications. Donc c'est une voie. On parle même d'ailleurs de la même chose pour la marine, pour le maritime. Donc on verra comment tout ça va se mettre en œuvre, mais définitivement intéressant. Une autre solution, ce serait de couvrir
le territoire avec de l'infrastructure électrique comme on a en Europe, mais bon, les territoires étant beaucoup plus grands au Canada, on voit que c'est beaucoup plus difficile. Donc si on peut pas vraiment installer tout un réseau électrique pour les trains, l'hydrogène reste une option intéressante. Parfait. Donc, on a Claude Ursubiz. Y a-t-il une offre de véhicules hydrogène dans les véhicules industriels, donc de type souffleuse, tracteur, charrue, ce genre de choses-là? Alors, je crois qu'il y avait déjà des offres dans les chariots élévateurs, hein, il y a déjà des offres. Pour les autres, je parlais de Gossin, donc Gossin a tout un éventail de solutions liées aux équipements portuaires, donc qui peuvent répondre à ces besoins-là. Nul doute que l'hydrogène va apparaître aussi dans tous les engins de construction. Disons que vous aurez compris qu'aujourd'hui, les constructeurs cherchent les volumes là où il y en a. Donc, je pense qu'il va falloir rendre la technologie accessible en produisant des véhicules avec des gros volumes. Lorsque la technologie sera un peu plus abordable, on pourra imaginer aussi des équipements plus niches sur des véhicules de construction. Maintenant, Maxime Gilbert, les autonomies présentées dans la présentation des véhicules à batterie sont en conditions estivales. Donc, on veut savoir si ce qu'on a présenté comme autonomie, c'était en conditions estivales. Est-ce que ça change en conditions hivernales? Et donc, il demandait aussi quelle est la perte d'énergie pour les véhicules batterie. Qu'est-ce qu'on peut anticiper comme perte d'énergie pour les véhicules batterie? Alors, la question du roulage des véhicules batterie en hiver, c'est une question qui revient souvent. En automobile, on sait qu'il y a énormément de chaleur il y a énormément d'énergie qui part dans le chauffage de l'habitacle. Donc c'est ce qu'on voit sur une voiture électrique, c'est qu'on a un impact important. Sur un véhicule lourd, l'impact est moindre parce que en fait, le ratio entre ce qu'il faut pour chauffer l'habitacle et ce qu'il faut pour bouger le véhicule est très différent. Et donc, c'est pas le chauffage de l'habitacle qui va être qui va vraiment impacter fortement la consommation des véhicules électriques. Néanmoins, il y a une consommation plus élevée en hiver. En général, les batteries demandent à être chauffées. Lorsqu'il fait -20, les batteries n'aiment pas ça, donc il y a du chauffage, batterie. Donc oui, forcément, là, il y a de l'énergie qui part pour chauffer les batteries. On sait même tout simplement que la friction, les pneumatiques, la résistance au roulement est augmentée en hiver avec le froid. Donc oui, la consommation des véhicules électriques en hiver est supérieure. Ce qu'on va voir évidemment, c'est dans les autobus où là l'habitacle est très important. On sait que l'hiver pose vraiment un problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces véhicules au Canada qui gardent un chauffage diesel, malheureusement. Donc, c'est pas très élégant, mais il faut c'est une solution transitoire, on va dire, en attendant que des solutions zéro émission apparaissent. Mais sur le transport lourd, l'impact est moindre. Merci. On va passer encore quelques questions avant de passer au breakout room. Donc, j'avais une question on avait des questions sur les infrastructures de recharge. Donc, Sébastien Comasi, merci pour la présentation. Avez-vous compilé des données sur les infrastructures de rechargement BEV versus FEC en termes économiques? Aussi, la dualité centralisation-décentralisation pour la production d'hydrogène. Donc, je ne sais pas. Alors, c'est une très, très bonne question. J'avoue que je me focalise un peu plus sur les véhicules. Sur l'infrastructure, là, je rappellerai juste que aujourd'hui, beaucoup des comparatifs sont faits avec des petites flottes, avec très peu de véhicules. C'est vrai qu'il y a un problème qu'il faut travailler dès qu'on passe à de la recharge à grande échelle. Là, on n'a pas beaucoup d'expérience. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de recul sur l'impact de ce que prend, par exemple, l'installation d'un garage complet avec une centaine de véhicules en électrique. On n'a pas beaucoup de recul. On sait que ça coûte cher, on sait que c'est beaucoup d'investissement, mais on n'a pas beaucoup de recul.
sur une station d'hydrogène, évidemment coûte cher également, mais il est bien évident ces coûts sont à rapporter au nombre de véhicules servis, bien entendu. Et donc, comme je vous ai parlé beaucoup des temps de remplissage tout à l'heure, bon, forcément qu'avec des temps de remplissage courts, ça veut dire qu'une station peut servir un grand nombre de véhicules. Donc, ça permet d'amortir le coût de la station sur les différents utilisateurs. Mais je pense que je laisserai d'autres experts se prononcer là-dessus pour vraiment donner des chiffres plus précis. J'irais peut-être avec une question d'une de mes collègues qui se demande, en fait, du côté d'Innover, nous, ce qu'on finance, c'est essentiellement la recherche collaborative. Je me demandais si, de ce côté-là, s'il y avait, dans le domaine de l'hydrogène, dans les projets dans lesquels tu étais impliqué, est-ce que tu as un peu une idée de comment comme le milieu universitaire et le milieu industriel travaillaient ensemble sur ce genre de projet-là? Est-ce qu'il y a des synergies qui sont faites présentement ou s'il y a encore place à l'amélioration, à ton avis? Je pense que on a très longtemps, en particulier au Québec, développé l'écosystème de l'électrification du véhicule électrique. Je pense que l'hydrogène, on en parle depuis pas si longtemps que ça reste récent. Et il y a, à mon avis, à développer les coopérations. Il y a plusieurs entités qui travaillent le sujet. Je pense qu'il y a matière à, à grossir les coopérations. Je pense notamment lorsqu'on veut mener un développement, une intégration de véhicules à l'hydrogène. Aujourd'hui, je suis pas certain qu'on ait forcément beaucoup d'acteurs qui peuvent nous aider là-dessus dans le cadre d'un financement innové donc il y a matière à construire un écosystème similaire à celui qui a été construit pour le véhicule électrique. OK. On a une question de Jean-José Wanneguet. Donc, il demande quid des motorisations au gaz brown HHO? Je ne sais pas. Là, joker. Je suis désolé, je ne vais pas être capable de répondre. Malheureusement, je ne connais pas non plus, donc on pourra peut-être approfondir ça à un autre moment. Donc, je vais passer à une autre question. Donc, c'est du côté de Alexandre Brunet. Avez-vous une tendance ou des informations sur les piles à combustible qui utilisent directement l'hydrogène sous forme d'ammoniac? Donc, est-ce que c'est une avenue considérée sérieusement et c'est quoi le potentiel de ce côté-là? Alors, j'avais regardé les piles disons les systèmes de stockage sous forme d'hydrure. Donc, ça, il y a des choses qui se font pour stocker l'hydrogène solide, mais on voit qu'en fait, on a des densités d'énergie qui sont bien plus faibles que sous forme gazeuse. Il y a néanmoins j'ai vu passer je crois que c'est un vélo électrique qu'on peut recharger, sur lequel on peut mettre des cartouches d'hydrogène gazeux, pas gazeux mais solide. Pour ce qui est de l'ammoniac, non, je ne connais pas ces technologies. Je ne sais pas ce qu'on peut faire exactement avec ces technologies. Ça, peut-être pour répondre un peu, je sais que du côté de l'ammoniac, c'est beaucoup discuté dans le domaine maritime. Je ne sais pas pour le moment encore pour des plus petits véhicules, par contre. Donc, excusez-moi, je vais passer les... Donc, Sébastien Daquin, quel type d'investissement sera nécessaire au Québec pour avoir des infrastructures de production, distribution, recharge qui permettraient une utilisation de l'hydrogène à grande échelle dans le transport? Donc, sur un horizon de combien d'années on pourrait envisager un déploiement à plus grande échelle? Très bonne question. Excellente question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent en ce moment. Je pense qu'il y a un soutien nécessaire des pouvoirs publics sur ce sujet. Et donc, mais voilà, beaucoup d'acteurs travaillent sur ces sujets. Je pense que tout le phénomène qu'on voit, que j'ai essayé de décrire, tous ces véhicules qui s'en viennent, on prend de plus en plus conscience de l'intérêt de l'hydrogène sur ces sujets. Je crois comprendre qu'il y a une stratégie pour l'hydrogène vert qui devrait être dévoilée très bientôt au Québec. Donc, il y a des choses qui s'en viennent et encore une fois, avec beaucoup de gens qui travaillent le sujet.
Très bien. Une dernière question de la part de Jacques Gauthier. Donc, à votre avis, est-ce qu'une opération de conversion de véhicules lourds peut être rentable à court terme ou est-il préférable d'attendre l'arrivée de véhicules déjà alimentés à l'hydrogène? Merci. C'est une bonne question. La question de la conversion, il faut toujours se poser la question de la durée de vie du châssis. Quand on convertit un véhicule, faut que ça vaille la peine pour la durée de vie restante du châssis. Sur des châssis je pense à des châssis d'autocars, de coach qui peuvent être vraiment à très longue durée et la conversion peut prendre beaucoup de sens. Sur des camions qui roulent beaucoup et donc dont le châssis a peut-être déjà pas mal vécu, ça peut être moins intéressant. D'autant que la conversion, ça nécessite de vraiment s'implanter dans une architecture existante avec modifier les composants, etc. Je pense qu'il est plus intéressant de viser sur du neuf, alors du neuf avec 2 schémas. On a un schéma évidemment en sortie d'usine de la part des constructeurs. C'est ce qui permet les meilleurs gains économiques parce que les constructeurs travaillent évidemment à proposer des solutions à fort volume, dont les équations économiques sont travaillées. Ou bien ce qu'on peut voir par certains acteurs, c'est de la, en anglais on dit du upfit, donc c'est pas de la conversion, c'est de la production petite série de châssis neufs, mais qu'on va vraiment travailler sur le sujet. Alors souvent on voit ça dans les applications un peu plus niches. Ça peut être intéressant, mais encore une fois à condition d'en faire beaucoup. Je pense que j'insiste beaucoup là-dessus, mais le volume est important. Quand on fait un véhicule, ça coûte forcément très très cher. Donc la conversion d'un véhicule peut coûter cher lorsqu'on fait vraiment une flotte de véhicules identiques. C'est pour ça que la conversion aussi peut poser des problèmes. Les véhicules sont jamais identiques. Donc faire une flotte de véhicules identiques en partant de zéro vraiment peut être beaucoup plus intéressant financièrement. Parfait. Merci beaucoup. En fait, il y a encore des questions, mais je pense qu'on va les garder essentiellement pour les breakout rooms pour se laisser un peu de temps pour discuter. Merci beaucoup encore, Frédéric. C'était une présentation très, très intéressante. Ça a permis de vraiment couvrir assez largement ce sujet-là et nous donner des bons arguments pour le reste des discussions. Merci de votre invitation.